Le LOSC va jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Voilà, c'est quasiment acté. C'est une excellente nouvelle pour le club, pour ses finances. C'est une belle récompense pour les efforts de chacun des joueurs. Mais pourtant, l'heure n'est pas à la célébration, puisque celui qui les a menés à ce résultat devrait malheureusement quitter le navire cet été. Depuis 2 ans, on parle de l'équipe pour son beau jeu, pour sa capacité à sortir des prestations exceptionnelles sur le terrain, mais en termes de résultats, la saison dernière avait laissé les observateurs sur leur faim. Dans la concurrence avec le Lens de Franck Hez, le Marseille d'Igor Tudor et le Rennes de Genesio, le LOSC de Fonseca avait terminé 5e, en ratant la 4e place lors de la dernière journée, suite à une performance montrant que si le projet était prometteur, l'effectif un peu restreint et surtout les faiblesses mentales étaient un problème à surmonter pour se mettre au niveau. Cette seconde année de Fonseca avait donc pour objectif de gommer ses défauts et d'enfin rétablir une certaine domination en retrouvant le podium de Ligue 1. Pourtant tout commence mal avec une qualification en Conference League obtenue au forceps, le départ d'André Gomez que la direction ne pouvait pas retenir vu son salaire et surtout le départ de Bayo. Alors que la relation avec l'étang était déjà tendue, le Portugais se voit balader pendant 4 mois dans la recherche d'un numéro 9 et alors que tous les indices pointent vers un retour de Braithwaite en Ligue 1, personne ne sera signé au final. C'est le début d'une cassure qui tout au long de la saison ne trouvera pas de remède. Sur le terrain, l'équipe a été au global plutôt renforcée, mais les arrivées mettent du temps à se mettre au diapason et surtout, les cadres de l'an dernier ne répondent pas aux attentes. Jonathan David par exemple ne marquera que 2 buts jusqu'en novembre, pendant qu'Umtiti venu renforcer la défense est incapable de répondre présent sur le terrain. Les complications sont gênantes. Haraldsson malgré sa bonne prépa a du mal à s'adapter à la Ligue 1, à la France, mais très vite, les choses rentrent dans l'ordre. Yazici sera réintégré dans l'équipe et se retrouve capable de jouer à plusieurs rôles, notamment celui de Jonathan David, pour le faire souffler un peu. Les jeunes Lenny Yoro et Lucas Chevalier continuent leur éclosion et portent l'équipe défensivement, bien aidés par le couteau suisse, Bafodé Diakité et Alexandro, qui malgré ses erreurs, se montrent dominants contre les attaquants adverses. Ismaili continue d'être le latéral fiable, pendant que de l'autre côté, le jeune Thiago Santos est en train de surpasser les attentes. Ben Taleb, après une intégration tardive, remplit parfaitement le rôle laissé vacant par le départ d'André, et le trio qu'il forme avec André Gomez et Benjamin André monte en puissance, au fur et à mesure que les trois se comprennent. Devant, Cabella, Haraldsson et Cavallero ont plus de mal, mais sont sauvés par celui qui a tout détruit sur son passage cette saison, Edon Zegrova. Dans le 4-4-2 bien modulable de Paulo Fonseca, il a rempli le rôle de l'ailier intérieur. Ses prises de balles ont toujours servi à une chose, provoquer l'adversaire. Chacun des latéraux qu'il a croisés a perdu un rein, une cheville ou a fini dans un highlight compilation skill 2024 avec une musique Figage Guinée en fond. Pendant un bon moment, il a marché sur l'eau et surtout il a profité pleinement de l'éclosion de Santos derrière lui pour devenir encore meilleur. Si Zegrova rentre intérieur, le Portugais lui colle son côté droit et remplit une fonction similaire. Il fixe, bousille et centre à la perfection. Au point qu'en 2 ans, il est passé de remplaçant de Gonçalo Esteves à meilleur latéral droit de Ligue 1. Défensivement, il a tenu la baraque, bien aidé aussi par un Yoro qui maîtrise son sujet et un Ben Taleb qui nous rappelle l'énorme joueur qu'il est. En soi, chaque joueur du 11 a su répondre aux attentes, à un moment ou simplement durant toute la saison. Chaque joueur a surtout permis à un autre de sortir ses meilleures prestations et c'est un collectif sacrément solide qui a réussi à remplir le cahier des charges. Cette saison, le LOSC a sûrement été une des meilleures équipes de Ligue 1. Les 50 et quelques buts marqués viennent pourtant montrer que l'équipe aurait pu, et surtout aurait dû, encore faire mieux, et c'est donc une marge de progression toujours atteignable. Certains joueurs dans la rotation n'ont pas du tout répondu aux attentes, certains parce qu'ils sont sur le déclin, d'autres parce qu'ils étaient simplement incapables. Mais ce n'aura pas tant impacté que ça les résultats. L'équipe finit quart de finaliste de Conference League à une séance de tir au but de l'élimination des Villains d'Emery, mais surtout, ils sont au pied du podium de Ligue 1, une première depuis le titre. Tous les problèmes ne sont pas réglés, mais tu sens que le potentiel du club, tu sens le potentiel de cet effectif qui avec une année d'expérience en plus, va enfin régler les derniers soucis, notamment mentaux. Même Fonseca a admis qu'il avait encore fait certaines erreurs stupides, comme face à l'OL, où ses choix ont coûté le match. Et cette marge de progression devrait créer de l'optimisme. Dans un projet normal, la 3e saison est pour moi celle de la récompense. Celle où après avoir construit, après avoir renforcé, tu cimentes ce qui sera ton équipe pour aller chercher quelque chose. Et tu sens qu'avec quelques changements, notamment dans la rotation, cette équipe peut être programmée pour ça. Mais malheureusement, 2 mauvaises nouvelles viennent ruiner les plans. D'abord, les joueurs clés du projet vont partir puisque leur contrat arrive bientôt à expiration. Avec les fins de contrat approchantes de Yazici et Ounas en juin 2024, André Gomez, Jonathan David et Lenny Yoro en 2025,
Zegrova est déjà quitté en 2026, tu vas forcément devoir en vendre certains et essayer de prolonger ceux qui le veulent. C'est déjà un premier problème, mais il est amplifié puisqu'au vu du beau jeu proposé, au vu des évolutions personnelles, les joueurs se retrouvent courtisés. Yoro a été approché par de nombreux clubs qui ont vu en lui le profil du central français le plus prometteur sur le marché. Diakité et sa polyvalence viennent de se faire approcher, notamment par des équipes de Bundesliga. Après son départ estival raté l'été dernier, Jonathan David va de nouveau vouloir partir et pourrait cette fois avoir de belles offres. André Gomez attire toujours les convoitises des clubs de PL, bien que pour moi ce ne soit pas optimal vu son profil. Lucas Chevalier est tellement monté en puissance que son nom résonne fort chez les gardiens prometteurs, mais sa blessure met un frein à sa situation. Et enfin les deux gros dossiers, Zegrova et Thiago Santos. S'ils sont les deux meilleurs joueurs de la saison lilloise, pour moi, je ne pense pas être le seul à avoir assisté à leur éclosion. Les deux vont affoler le marché, et je pense que les deux vont se retrouver face à de nombreuses offres, dont certaines qu'ils ne pourront pas refuser. La situation est donc complexe, et on pourrait se dire que puisque la LDC est sécurisée, en plus de certains investissements de complément, le club va tout faire pour garder les joueurs. Sauf que voilà, on l'a dit précédemment, le LOSC est un club financièrement instable. Et si les travaux de l'étang à ce niveau-là ont permis un retour quasiment à la normale, c'est le quasiment qui est le plus important à retenir. La dette à rembourser au plus vite a bien été gérée, mais tout n'a pas disparu. Et surtout, tu as toujours un club en déficit structurel. C'est déjà un bon argument qui explique pourquoi certains joueurs ne seront pas retenus. Tu peux rajouter à ça les tours de qualification à la Ligue des Champions, qui retardent le budget aussi, mais s'ajoute donc à cela un quatrième point, et le plus important, le coach ne semble pas vouloir vivre cette troisième saison. Et ça, c'est aussi un point qui explique pourquoi certains joueurs veulent partir. Quand Fonseca arrive au LOSC, il débarque dans une équipe où les valeurs marchandes sont difficilement distinguables. Dans une équipe qui sort d'une saison plus que déroutante sous Jocelyn Gouvenec, et les enjeux sont élevés. Fonseca veut prouver qu'il n'est pas un effet de mode. Il veut enlever l'étiquette que le passage à la Roma lui a collé en souhaitant jouer la Ligue des Champions avec son style de jeu. L'union d'un club prometteur et d'un coach tout autant prometteur a rapidement donné lieu à des étincelles. D'abord, un peu trop déséquilibré, Fonseca a mis en place un jeu offensif qui a directement mis la plupart des supporters dans sa poche. Après chaque match, il a adapté son système, ses idées aux joueurs à sa disposition. Au championnat qu'il commençait à comprendre, et s'en est suivi une ascension intéressante. L'idée d'attirer le pressing pour ensuite créer des espaces, et les risques pris balle au pied par des créateurs capables de répondre aux défis techniques, rend le jeu emballant. Les combinaisons entre les joueurs dans les petits espaces et les changements d'ailes pour profiter du décalage font revivre un stade abattu, depuis le passage d'un coach qui a tenté de proposer le même jeu que Galtier, mais sans y parvenir. Et petit à petit, à force que l'équipe amasse les points, le projet grandit. Chaque joueur sous son commandement devient meilleur, devient capable de répondre aux exigences du jeu de Fonseca, et rapidement les premiers fruits du travail tombent. En 2 ans, il a fait éclore de très nombreux talents. Des joueurs comme Yoro, dont le talent est évident, ou même des Gudmundsson sont sur la pente ascendante. Même les anciens comme Kabela retrouvent des couleurs, l'ambiance, le jeu, l'atmosphère, tout est parfait, et Fonseca y est pour beaucoup. Sa compréhension et sa domination du championnat est telle qu'il a créé l'équipe la plus difficile à battre à domicile, ce qui a sûrement ravi les observateurs venant voir leur équipe au stade. Que ce soit par son jeu, par ses idées tactiques, ou par son discours très franc, sa bonne mentalité, sa parole qu'il a souvent tenue, il a marqué les supporters qui sont aujourd'hui tristes de voir que son départ est en préparation. Mais dans le même temps, difficile de lui en vouloir. Outre l'incident avec le 9, de nombreuses embrouilles entre Olivier Létang et le Portugais sont sorties dans la presse, les tensions entre les deux camps ont créé une relation imparfaite, et tu sens que c'est la base de son envie de départ. Quand on regarde les faits, Lille est en train de proposer un des plus beaux jeux de la Ligue 1. Le club est de retour en LDC, et l'effectif, même s'il va perdre en cadre, va pouvoir être renforcé. Dans un sens, oui. C'est ce qui va se passer, mais Fonseca se doute aussi que Létang, qui ne l'a pas écouté à plusieurs reprises, ne va pas changer tout d'un coup pour se mettre au diapason d'un coach qu'il ne semble pas apprécier sur le plan personnel. En soi, les deux camps sont dans une situation bizarre, et se séparer, bien que ça semble la bonne décision pour Fonseca, est la pire des nouvelles pour le club lillois. Quand on regarde bien, tu vas assurément devoir changer certains joueurs de rotation, qui sont en bout de course, comme Umtiti, Kabela, Ounas et Cavallero, qui vont libérer de la place financière pour de meilleurs joueurs. Tu vas assurément perdre Jonathan David qui est sur la fin, il est entré dans l'histoire en devenant le buteur iconique, ton neuf le plus prolifique du 21e siècle, et rien que pour ça, il mérite les louanges. Sous Fonseca, il a beaucoup progressé, je trouve. J'avais un peu de mal avec lui avant la saison qui vient de passer, et je pense que si les 60 millions attendus ne seront pas atteints, tu vas quand même recevoir une ou deux belles offres assez intéressantes pour le lâcher. André Gomez, Diakité, Zegrova et Thiago Santos sont aussi assurés de partir, ce
qui laisse simplement Lenny Yoro dans le flou, mais j'en reparlerai dans le futur. Le chantier est donc assez important, et tu sais que tout ce qui sera récupéré par le club ne sera pas réinvesti. Dans l'effectif, il te reste encore quelques joueurs qui n'ont pas éclos, qui n'ont pas trop joué, et je pense qu'ils vont devoir prouver durant la pré-saison qu'ils méritent une place. Les Miramon, Thiago Moraes, Illich et Rafael Fernandez vont devoir montrer qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent prendre la place de ceux qui partent. Dans le même temps, si Yoro a ouvert le bal, tu as d'autres jeunes du centre qui tapent à la porte, comme Ayoub Bouadi, dont l'incorporation dans l'équipe a été sacrément bien gérée par Fonseca. Certains devront être prêtés, mais d'autres pourraient faire une belle surprise durant la préparation, qui devrait être parfaitement gérée par l'étang. Il a encore peu de temps pour trouver un coach. Pour l'instant, ça parle de Genesio, et je trouve que c'est une idée qui s'entend, mais si j'étais lui, personnellement, j'irais chercher le coach de Las Palmas, qui serait un successeur plus logique à Fonseca. Genesio est évidemment un choix de raison, un choix entre guillemets facile, et c'est un peu dommage, puisqu'on sait toutes les limites du peuple du Rhône. D'un point de vue externe, je trouve la situation triste. Cette troisième saison aurait pu être la consécration, elle devient finalement un reset inévitable, provoqué par les envies de départ d'un peu tout le monde. La question que doivent maintenant se poser les dirigeants de Lille, c'est est-ce que ça leur va de devenir un club tremplin, un club de transit qui ne peut construire un projet long terme. Jusqu'ici, les dettes dictaient la vision de long terme du club. Mais maintenant que ce problème est quasiment réglé, maintenant que la situation est en train de se clarifier, ne serait-il pas temps de sortir de cette boucle pour au final donner la continuité au projet de Fonseca, au lieu d'en commencer un autre sous Genesio? On sait que les actionnaires n'ont pas pour priorité les résultats sportifs, mais est-ce que cette situation sera tenable sur la longueur? Bref, ça c'était ma vision du projet lillois, et je trouve ça bizarre de ne pas avoir vu d'autres vidéos de créateurs sur Lille cette saison. Dans un sens, c'est aussi une bonne chose, puisque je trouve que c'est un club où la pression des résultats est moins présente. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, et nous on se retrouve très vite pour la suite.